L'image qu'on a généralement de la piraterie, c'est souvent hyper imprégné par la culture pop ou le cinéma, quoi. Ah ouais, carrément, avec le côté très hollywoodien. Exactement. On a tous en tête cette vision presque confortable, tu sais, les cartes au trésor soigneusement enfouies sous les palmiers, le perroquet bava sur l'épaule. La jambe de bois, le run. Voilà, cette figure un peu romantique du flibustier au grand cœur, rebelle mais noble, qui siffle son rhum au soleil couchant. Ce qui est très loin de la réalité historique en fait. Mais tellement loin. Parce qu'en plongeant dans nos sources pour cette exploration approfondie, on s'aperçoit que la réalité des Caraïbes, entre, disons, 1650 et 1697, c'est infiniment plus sombre, brutal et poisseux. Et surtout étonnamment bien organisé. C'est vraiment ce qui ressort le plus de notre documentation aujourd'hui. On se base sur un document qui est franchement exceptionnel, qui s'appelle « Histoire des frères de la côte, flibustiers et boucaniers des Antilles ». Et c'est important de préciser que c'est pas du tout un roman. Non, pas du tout. C'est un récit de première main qui a été écrit en 1686 par un certain Alexandre Olivier Exmelen. Le texte qu'on a épluché est accompagné d'une préface moderne vachement éclairante de Francis Lacassin. Une très bonne édition, oui. Du coup, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de séparer le mythe tenace de la réalité historique, en regardant le quotidien intime de ces hors-la-loi. Et ça, à travers les yeux d'un chirurgien qui a littéralement vécu, combattu et recousu ces hommes. Bon, décortiquons ça. L'image du pirate a été façonnée bien plus tard en fait, au 19e siècle par des auteurs brillants. Genre Edgar Allan Poe? Ouais, avec le Scarabée d'or, par exemple, ou Robert Louis Stevenson avec sa fameuse Île au trésor. C'est eux qui ont inventé de toutes pièces ce pirate romantique motivé par des fortunes cachées et des plans cryptiques. Alors que la réalité économique de l'époque, c'était pas du tout ça. Bah non, la préface de Lacassin nous ramène à une réalité implacable. L'espérance de vie de ces hommes au XVIIe siècle était bien trop courte pour songer à l'épargne ou à la retraite, quoi. C'est clair, on n'investit pas dans l'immobilier quand on risque de mourir le lendemain. Exactement. Les trésors finissaient pas enfouis sous le sable d'une île déserte, ils finissaient très rapidement, souvent en quelques jours, sur les comptoirs des tavernes et dans les maisons closes de Port-Royal ou de la Tortue. Ça partait en fumée instantanément. Voilà. Et dans ce contexte de dépenses frénétiques et de mort imminente, notre auteur, Alexandre Olivier Exmelin, agit comme un véritable Dr Watson du crime. J'aime beaucoup cette comparaison. Il romance strictement rien, tu vois. Il livre un reportage journalistique presque scientifique et anthropologique depuis les entrailles même de la piraterie. Et moi, ce qui m'a le plus surpris en parcourant sa biographie, c'est que son profil ne correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait d'un aventurier des mers. C'est vrai qu'il n'a pas le profil de l'emploi au départ. On s'attend à un vieux loup de mer endurci, mais le texte révèle qu'il avait rien d'un pirate par vocation. Il naît à Honfleur en Normandie en 1646. C'est un apprenti chirurgien issu d'une famille protestante. Ce qui posait un énorme problème à cette époque. Un problème vital, ouais. En 1666, suite aux persécutions religieuses implacables orchestrées par Louis XIV contre les Huguenots, on lui interdit purement et simplement d'exercer la médecine en France. Donc il n'a pas d'autre choix que de partir. Il est contraint à l'exil pour survivre. Il s'embarque pour les Antilles. Mais le document précise bien qu'il ne prend pas juste un billet pour une croisière vers les colonies. Il signe ce qu'on appelait un contrat d'engagé avec la puissante Compagnie des Indes occidentales. Et le système des engagés, c'est un point fondamental pour comprendre l'époque. Ça s'apparentait en fait à une véritable forme de servitude temporaire, un genre d'esclavage blanc, généralement signé pour 3 ans. C'est dingue quand on y pense. La Compagnie des Indes occidentales, c'était une immense machine coloniale et commerciale. Ils avaient besoin de main-d'œuvre gratuite pour défricher et cultiver les terres. Donc les personnes désespérées en Europe signaient ces contrats en échange du voyage. Sauf qu'à son arrivée aux Caraïbes, sur la tristement célèbre île de la Tortue, le choc pour le jeune Exmelin est indescriptible. Il est littéralement traité comme du bétail, mis aux enchères publiques et vendu. Vendu pour la somme de 30 écus. Et la violence de cette situation, elle transparaît à chaque ligne de ses premiers récits. Il tombe sur un maître que le texte décrit comme particulièrement sadique, un certain Sieur de Lavie. Qui était le commis général de la compagnie sur l'île. C'est ça. Et au lieu d'utiliser les compétences médicales d'Exmelin, ce qui logiquement aurait été super lucratif vu que les maladies tropicales ravageaient la population, ce maître le condamne aux travaux forcés agricoles les plus avilissants. C'est absurde d'un point de vue économique. Totalement. Les détails de sa survie font vraiment froid dans le dos. Il raconte qu'il était tellement affamé qu'il en était réduit à manger des oranges amères toutes crues trouvées dans la jungle, juste pour apaiser les crampes de son estomac. C'est une période de destruction physique et mentale
qui est vraiment délibéré. Le sieur de la vie semblait prendre un plaisir pervers à briser ce jeune intellectuel. Il y a un épisode terrifiant où Exmélin, épuisé par les chants, accepte simplement un verre de vin d'un étranger de passage. Juste un verre de vin. Ouais. Pour ce simple geste, considéré comme une infraction grave, son maître le fait jeter dans un cachot insalubre, les fers aux pieds pendant 3 jours entiers, sans eau ni nourriture. C'est de la torture pure et simple. Et d'un point de vue historique, c'est cette descente aux enfers qui va tout changer pour lui, non? Absolument. C'est précisément cette souffrance initiale extrême qui donne à l'œuvre d'Exméline toute sa profondeur. Il comprend la douleur de l'intérieur. Le texte mentionne qu'il finit par être sauvé de justesse. À l'article de la mort, il arrive à attirer l'attention du gouverneur de Lille, Bertrand d'Augeron. Ce dernier est choqué par son état, il rachète sa liberté et le place chez un chirurgien pour qu'il termine sa formation. Une libération providentielle. Oui, et c'est ça qui lui permet, une fois diplômé, de proposer ses services au flibustier. Et là, on comprend beaucoup mieux sa posture de narrateur. Ayant touché le fond absolu, ayant été traité moins bien qu'un chien, Exmélin juge pas ses criminels avec la condescendance d'un noble européen. Il les observe avec le regard de quelqu'un qui sait exactement ce que la faim, l'injustice et le désespoir peuvent faire à la psyché humaine. Tout à fait. Et cette empathie clinique, ça lui permet de cartographier la société de l'île de la torture avec une acuité incroyable. Exmélin divise cette population en 3 classes sociales très distantes qui forment un écosystème. Premièrement, on a les habitants. C'est les colons sédentaires, c'est ça? Voilà les exploitants agricoles qui cultivent surtout le tabac. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes habitants qui achetaient et exploitaient brutalement les engagés. Ils allaient parfois jusqu'à les battre à mort pour une simple baisse de rendement dans les champs. Parce qu'un nouvel engagé coûtait moins cher à remplacer qu'un esclave africain à l'époque, ce qui est effroyable. C'est la cruelle réalité économique de la colonie. Ensuite, en marge de ces plantations, on trouve la deuxième classe, les fameux boucaniers. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le mot lui-même a une étymologie fascinante, racontée dans nos sources. C'est lié à une technique de cuisson locale, il me semble. Ouais, à l'origine, les tribus autochtones des Caraïbes utilisaient des grandes clés en bois, une sorte de grille surélevée, appelée boucan. Ça servait à rôtir et fumer lentement la viande de leur proie ou de leurs prisonniers au-dessus d'un feu de bois vert. Et les Français ont repris le truc? Les chasseurs français qui vivaient en autarcie dans la forêt ont adopté cette technique indigène pour conserver la viande dans ce climat tropical humide. Le terme est resté et ça a donné le mot boucanier. Et l'apparence physique de ces boucaniers, d'après Exmélin, elle était littéralement terrifiante. Ils les décrivent vivant continuellement dans les bois profonds, couverts d'une simple chemise et d'un caleçon de toile. Des vêtements qui devaient être dans un sale état. On s'était tellement encrouté de sang séché et de graisse animale qu'il était impossible d'en deviner la couleur d'origine. Ils étaient noircis par la crasse, la fumée des feux de camp et le soleil. Un vrai cauchemar visuel. Totalement. Ils étaient armés de longs fusils extrêmement précis, fabriqués spécialement pour eux en France, et ils chassaient en meute coordonnée avec des dizaines de chiens sauvages dressés pour traquer les taureaux. Le texte note même qu'aussitôt l'animal abattu, ils en fracassaient les os pour en sucer la moelle encore tiède. Et ils l'assaisonnaient avec la pimentade, un mélange hyper agressif de graisse animale, jus de citron vert et piment écrasé. Un régime alimentaire de survie purement fonctionnel. Ce qui nous amène à la 3e classe décrite par notre chirurgien, les flibustiers, c'est-à-dire les pirates maritimes proprement dits. Et ce qui est captivant, c'est que ce passage de la terre à la mer, de boucanier à flibustier, c'est pas une vocation romantique, c'est une conséquence directe de la géopolitique. Tout le bouleversement vient des autorités coloniales espagnoles. Ils considéraient l'immense île d'Hispaniola, qui correspond à Haïti et à la République dominicaine d'aujourd'hui, comme leur territoire exclusif. Et ils supportaient pas ces chasseurs français qui squattaient. Exactement. Excédés par leur présence, les Espagnols ont décidé d'employer une stratégie de terre brûlée. Ils ont organisé d'immenses battues pour massacrer systématiquement tout le bétail sauvage de l'île. L'idée, c'était de les affamer. Leur logique était brutale. En détruisant le gibier, les boucaniers allaient mourir de faim ou quitter la colonie. Mais ça a été une erreur de calcul magistrale. Privés de leurs moyens de subsistance, ces hommes rudes, qui craignaient pas la mort et maniaient les armes à feu à la perfection, ils se sont simplement tournés vers l'océan. Le chasseur de sangliers est devenu chasseur de galions espagnols, chargé d'or. C'est exactement ça. L'écosystème entier a muté. Et cette mutation nous amène au cœur de l'organisation de ces équipages. Le manuscrit d'Exméline détruit complètement le cliché de la horde chaotique et indisciplinée. Au contraire, ces navires fonctionnaient selon une démocratie étonnamment moderne et atrocement sanguinaire.
C'est le grand paradoxe de la flibuste. Avant chaque départ en mer, tout l'équipage se réunissait pour rédiger, signer une chasse-partie. C'était un contrat social, noir sur blanc, qui fixait rigoureusement les règles, la discipline et surtout les parts de butin. En analysant ce contrat, on réalise qu'on a affaire à un véritable système de sécurité sociale et d'assurance invalidité bien avant l'heure, C'est fou d'imaginer des pirates avec une mutuelle. ou son équivalent en esclave. Pour donner un ordre d'idée, à partir de nos sources, 600 écus, ça représente quoi concrètement à l'époque? C'est une somme colossale. Pour mettre ça en perspective, souviens-toi qu'Exmelin lui-même a été acheté comme engagé pour seulement 30 écus. Ah oui, donc 600 écus, c'est le prix de 20 vies humaines sur le marché colonial. C'est littéralement ça. C'est une véritable pension d'invalidité qui permettait aux pirates mutilés de s'acheter une taverne ou un lopin de terre. Par ailleurs, les compétences techniques étaient valorisées. Le chirurgien recevait 200 écus d'office pour l'entretien de son coffre de médicaments. Et le charpentier de marine, 100 écus, indépendamment de leur part individuelle. Et l'aspect politique est tout aussi fascinant, c'était de l'autogestion pure. Les capitaines n'étaient pas des rois intouchables. Pas du tout. Ils étaient élus démocratiquement par l'équipage pour leurs compétences tactiques. Et le mandat était révocable à tout moment. Si un capitaine prenait une mauvaise décision ou faisait preuve de lâcheté, il pouvait être destitué sur le champ par un vote. Voire abandonnés sur une île déserte. Ouais, avec un pistolet et une gourde d'eau. Et pour la gestion du butin, c'était le même principe égalitaire. Pour éviter les jalousies, tout est divisé en lots égaux, puis tiré au sort. Le comble de l'ironie, c'est que, pour une confrérie de voleurs, avant la distribution, chaque membre devait jurer sur la Bible n'avoir rien dissimulé dans ses poches. Un parjure, c'était l'exclusion immédiate. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est là qu'éclate le paradoxe absolu de ces communautés. Ces hommes s'étaient exclus de la société européenne, ils perpétraient des atrocités indicibles sur les civils espagnols, et pourtant ils faisaient preuve d'une piété religieuse presque fanatique. Exmelin raconte qu'il priait avant les massacres, c'est ça, hein? Oui, il rapporte qu'ils se mettaient à genoux et priaient Dieu avec ferveur, juste avant de lancer l'abordage. Les flibustiers français chantaient le Magnificat à plein poumon sur le pont ensanglanté. Les Anglais lisaient des psaumes. Il voyait aucune contradiction là-dedans? Aucune dissonance cognitive. Ils étaient persuadés que leur succès sanglant était une juste récompense divine pour leur courage. Et du courage suicidaire, ils en manquaient pas. Le livre regorge de figures légendaires. Il y a l'histoire de Pierre le Grand, un aventurier de Dieppe. Il dérive dans une petite chaloupe qui prend l'eau avec 28 hommes affamés. Et ils tombent sur un monstre flottant. Un navire vice-amiral espagnol armé de 54 canons. Pierre le Grand décide d'attaquer. Mais le détail glaçant, c'est sa tactique juste avant l'abordage de nuit. Il donne l'ordre secret à son chirurgien de percer la coque de leur petite embarcation. C'est de la manipulation psychologique poussée à son paroxysme. Mais quel genre de leader détruit son propre bateau? C'est un suicide. En coulant délibérément leur seul moyen de fuite, ils retirent à ces hommes l'option psychologique de la reddition. Face à 54 canons, si l'équipage avait une porte de sortie, ils l'auraient prise. Là, l'eau monte autour de leurs chevilles, la situation est binaire, vaincre ou se noyer. Propulsés par l'énergie de désespoir, ils prennent le navire par surprise. L'effet de surprise a vaincu l'artillerie lourde. L'Espagnol jouait aux cartes dans sa cabine, il ne pouvait pas imaginer ça. Une survie à tout prix qu'on retrouve chez Barthélemy le Portugais. Fait prisonnier, enfermé dans les cales d'un navire espagnol et condamné à la pendaison pour le lendemain, il refuse son sort. La nuit venue, il poignarde la sentinelle. Le problème, rapporté par l'auteur, c'est qu'il ne sait pas bien nager. Pas de souci, il trouve 2 grandes jarres en terre cuite, des potiches à vin vides, il les ferme hermétiquement, se les attache autour du torse comme bouée et se laisse glisser dans l'océan. Et son calvaire s'arrête pas là. Il survit 14 jours dans une mangrove hostile en mangeant des coquillages crus. Il devait même jeter de lourdes pierres dans l'eau avant de traverser les rivières pour effrayer les dizaines de crocodiles qui pullulaient. Ces récits de survie côtoient aussi la psychopathie pure. Le livre dépeint Roque le Brésilien, un Hollandais polyglotte d'une cruauté inouïe avec une haine viscérale des Espagnols. Exmelin raconte quoi sur lui? Il allait jusqu'à empaler ses prisonniers pour les faire rôtir vivants sur des broches de bois comme des sangliers. Un jour, capturé et risquant la potence, il sauve sa tête par une manœuvre tordie. Il forge une fausse lettre, prétendument signée par une armada de pirates, menaçant le gouverneur de représailles apocalyptiques s'il est exécuté. Et le gouverneur cède à la panique. Complètement terrifié, il annule l'exécution et l'expédie en Espagne, ce qui lui sauve la vie. Mais le sommet de l'horreur psychologique, c'est l'Olonnais.
Lors d'une embuscade militaire féroce, voyant ses hommes tomber, il se barbouille du sang de ses camarades morts et se cache parmi les cadavres. Et après avoir échappé à la mort, il nourrit une obsession vengeresse incontrôlable. Il apprend qu'un navire chasseur espagnol, avec un bourreau à bord, est à ses trousses. Il capture ce navire et avec une froideur absolue, il fait aligner tout l'équipage vaincu sur le pont. Il prend son sabre et entreprend de décapiter personnellement un par un les dizaines d'hommes du navire. Et c'est précisément au milieu de ces descriptions d'un carnage permanent que la figure de notre narrateur ex-Mélin devient singulière. Comment ça ? Eh bien, malgré la folie ambiante, il conserve son esprit analytique de naturaliste. Le texte consacre de longs chapitres à la flore et à la faune de cet archipel tropical. Il décrit les effets du mancélier, cet arbre dont les petites pommes provoquent des brûlures chimiques atroces si on s'y frotte. Il a même une part d'autodérision dans le bouquin. Il raconte comment il s'est fait piéger à ses débuts en tentant de cuisiner de grands oiseaux noirs charognards, croyant que c'était de Dudu d'Inde sauvage. C'est l'œil du scientifique. Et sa dimension médicale est stupéfiante. Il improvisait avec ce qu'il avait. Pour soigner les ulcères du capitaine Henry Morgan, il lui faisait avaler chaque matin à jeun des escargots marins crus. Mais le truc le plus dingue, c'est l'intervention sur le capitaine Bras de Fer. Ah oui, la fameuse blessure à la nuque. Un coup de sabre lui sectionne net près nerfs cervicaux. Pour éviter la paralysie, Exmel suture délicatement les nerfs avec du fil chirurgical improvisé à partir de boyaux de lamantin, un gros mammifère marin qu'il avait disséqué par curiosité anatomique. Et le plus remarquable, c'est que la médecine moderne reconnaît aujourd'hui son génie. Une thèse soutenue à Montpellier au XXe siècle a validé ces protocoles. La bave d'escargot pour l'estomac, c'est l'ancêtre de la mucinothérapie. C'est fascinant d'avoir appliqué une méthode scientifique dans des conditions d'hygiène aussi effroyables. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? En refermant ce livre, on réalise que c'est un document historique, sociologique inestimable. C'est le témoignage brut d'un érudit qui recousait des assassins avec des boyaux de poisson et qui le soir cataloguait la faune à la bougie. L'analyse de ces sources met en lumière une réalité fondamentale de la psychologie humaine. Ces récits prouvent que l'humanité a horreur du vide. C'est-à-dire ? Même violemment rejetée par la société civile, même composée de criminels dont le but est le pillage, cette humanité recrée organiquement des structures politiques. Ces pirates ont spontanément inventé des lois, des tribunaux internes, une sécurité sociale. L'ordre naît inévitablement du chaos, même quand l'objectif est la destruction d'autrui. C'est une belle démonstration du besoin inhérent de structure. Pour clore cette exploration, je voudrais laisser une dernière réflexion en suspens, tirée des pages les plus cyniques du livre. On a mentionné le célèbre amiral Henry Morgan. Le grand tacticien qui a pillé la ville de Panama. Exmeline le détestait. Il décrivait son avarice et sa cruauté. Face à un tel palmarès criminel, on s'attendrait à ce que Morgan finisse pendu dans une cage de fer. Mais l'histoire a plus d'ironie. Après le pillage de Panama, Morgan trahit ses propres camarades. Il s'enfuit avec le trésor et abandonne son armée sans vivre. Et comment il est puni par le gouvernement britannique ? Il est convoqué à Londres et anobli par la couronne. Il devient Sir Henry Morgan. Nommé vice-gouverneur de la Jamaïque, il termine sa vie extrêmement riche dans son lit. Sa dernière mission, traquer et faire pendre ses anciens frères de la côte. Lorsque le crime ultime, tant qu'il sert les intérêts économiques d'une nation, mène non pas à l'échafaud, mais aux plus hautes sphères du pouvoir et de la respectabilité institutionnelle,